Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors encore une fois, après l'épisode de Lucie qui est déjà sorti, on est dans un contexte un peu particulier parce que aujourd'hui c'est la 2e journée du congrès et du coup je suis dans l'espace VIP Presse pour enregistrer cet épisode avec Anne-Laure pour éviter d'avoir trop de bruit. Pour commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Bien sûr, je m'appelle Anne-Laure Fontaliran, je suis expert comptable, montpelliéraine depuis 12 ans. Donc je suis très contente d'avoir le congrès à domicile cette année. J'ai 38 ans, j'ai 3 enfants, et voilà. Et j'ai fondé Source, qui est un cabinet dédié aux femmes entrepreneurs à Montpellier. Top. On a hâte d'en savoir plus. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, dans quel contexte tu as grandi, quel type d'enfant tu étais, si tu t'en souviens ou si on te l'a raconté peut-être ? Je pense que j'étais une enfant merveilleuse puisque mes parents ont eu 3 autres enfants après moi. Non, je pense que j'étais... Ça leur a donné envie de continuer. Exactement. En tout cas, ils ont essayé de faire mieux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai une enfance plutôt joyeuse, aimante. Voilà, j'ai de la chance d'avoir mes 2 parents et une belle famille. Donc c'est vraiment... Tu prenais à cœur ton rôle d'aîné ou... Oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr, et même si je le fais moins maintenant, je prends soin de mes frères et sœurs. J'essaye en tout cas. Et t'étais plutôt du genre sage ou turbulente J'étais espiègle, mais très sage. Je pense que j'ai vite intégré quand même qu'il fallait être sage, une petite fille sage. Et peut-être montrer l'exemple aussi pour ceux d'après. Ouais. Et au niveau des notes, où est-ce que tu te situais dans la classe ou quel était ton rapport un peu à l'école J'étais bonne élève. J'ai le syndrome de la bonne élève d'ailleurs maintenant. Et tu peux nous expliquer ce que c'est le syndrome de la bonne élève ? Le syndrome de la bonne élève, c'est que du coup, on se permet pas de faire des bêtises ou des trucs un peu moins bien. De sortir du cadre. Ouais, on veut être parfait aussi. Finalement, quand on est toujours noté sur des performances et que c'est ça qui est bien, et on finit par se conformer à ça où on attend la note, la bonne note, quoi. Et ce qui peut des fois être un frein, peut-être, entre guillemets, à l'épanouissement ou peut-être au lâcher prise. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Si on veut toujours se conformer aux attentes des autres, c'est un petit peu dur de faire émerger qui on est vraiment. Ce profil un peu de bon élève, tu l'as eu tout au long de ta scolarité ou peut-être que ça s'est atténué complètement. Non, je l'ai toujours encore. Sûrement un peu moins, mais oui. Et est-ce que tu avais des idées de métier que tu voulais faire, peut-être en lien avec ça, prof, non ? Ouais, carrément. Quand j'étais petite, je voulais être maîtresse d'école. Et après, je pense que j'ai voulu faire absolument tous les métiers du monde. Donc, mes parents se sont arrachés les cheveux parce que ça a été un casse-tête pour moi de choisir. T'as des exemples ou... Ouais, j'ai voulu... C'était toujours des métiers un peu, on va dire, même si c'est pas... J'aime pas trop ce mot, mais intellectuels, ou t'avais aussi des métiers plus manuels ? En fait, je voulais être chef cuisinier. Voilà. Et comme j'étais bonne élève, justement, on m'a convaincue de ne pas faire ça.
Avec le recul, tu te dis que tu aurais pu t'épanouir là-dedans. C'est très con. Maintenant, comme je vois comme les chefs cuisiniers sont médiatisés, comme c'est hyper sexy comme profession, je me dis que j'aurais pu faire Top Chef. Alors que les experts comptables, il y a peu de chances. Ouais, non, il y a peu de chances. Il y aura pas de télé-réalité sur les cabinets, je pense pas. Ouais, c'est quand même, ça reste un regret. À ce moment-là, j'ai pas eu la force d'affirmer mon choix et je me suis pour le coup bien conformée en disant effectivement je vais continuer un bac général et une voie classique, mais après j'ai tout envisagé. Je pense que j'ai designer, médecin, enfin voilà, j'étais paumée quoi, vraiment paumée. Oui, parce qu'en fait, tu avais tellement de choix qui s'ouvraient à toi comparé à d'autres personnes qui on va peut-être plus leur dire justement s'ils ont des moins bonnes notes, ça tu pourras pas le faire. Ouais. Et que toi en fait, vu que tu pouvais tout faire, j'avais plein de possibilités et plein de centres d'intérêt. Vraiment, je savais pas. Et tu faisais du sport ou est-ce que tu avais des activités artistiques? Ouais, je faisais de la danse. Après, j'ai toujours été très manuelle, donc je faisais plein de choses, du dessin, de mes mains, mais ouais. Donc c'était ça qui était, enfin entre guillemets, problématique. Et je cuisinais beaucoup. Et t'aimais des activités à la fois manuelles et à la fois, on va dire, dites plus intellectuelles, et donc c'était compliqué pour toi de même choisir entre littéraire et scientifique. Je comprends pas pourquoi on pose cette question. C'était impossible. Les deux, en fait. J'aimais les deux. Et comment t'as choisi alors? Comment ça s'est fait? Et j'ai choisi, je pense un peu en réaction, à mon papa qui est très scientifique et voilà, j'ai choisi L avec t'as choisi L? Ouais, j'ai fait un bac L, histoire de l'art et grec ancien. Ah oui. Voilà. Mais maintenant que tu me le dis, je crois que ça me revient que je l'avais entendu dans le podcast d'Alexis, mais comme c'est pas marqué sur ton profil LinkedIn dans la trame d'interview, j'ai zappé cette partie, mais comme quoi... J'ai fait un bac L, je me suis régalée, j'avais une super prof principale qui nous emmenait voir tous les spectacles de danse contemporaine à Paris, toutes les expos, et ça a été vraiment des années de lycée géniales. Et après, quand il a fallu choisir, pareil, une orientation, que j'étais bonne en L, on m'a dit, fais une prépa Cagnes-Hippocagne, ça va de soi. Sauf que moi, je n'avais pas du tout envie d'aller m'enfermer 2 ans en prépa, donc je l'avais dit oui, j'ai fait des dossiers, j'étais acceptée en Hippocagne, mais j'ai entendu à ce moment-là quelqu'un qui m'a parlé d'un BDUG droit histoire de l'art, et je me suis dit, c'est peut-être ça la solution. Donc quand tu dis BDUG, c'est en gros deux diplômes. Y en a le DUG, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bac plus 2. Maintenant, ça n'existe plus, mais avant, ça existait encore. Je crois que tu as toujours des systèmes de double licence où tu peux faire un double cursus, genre droit, Sciences Po, double L3 et comme ça. Là, c'était le BDUG et j'ai été acceptée à la Sorbonne en BDUG. Et c'était quoi, du coup, les 2 diplômes que tu... Droit et histoire de l'art. Droit et histoire de l'art. C'est un diplôme qui prépare normalement à devenir commissaire-priseur. Ok. Ouais, le concours commissaire-priseur, c'est du droit et de l'histoire de l'art. Et donc j'ai envisagé de devenir commissaire-priseur. Ouais, toi, du coup, c'est ce que tu envisageais. Oui. Et alors, qu'est-ce que... Enfin, déjà, tu découvres un peu le droit parce que tu n'en fais pas en L. Non, en fait, le droit, on le découvre forcément à la fac. Il y en a pas forcément au lycée. Donc, je découvre le droit. Génial. En plus, j'ai été à la Sorbonne, donc j'ai eu d'excellents professeurs. Pareil, l'histoire de l'art, c'était génial. Non, c'était vraiment chouette. Et toujours dans les têtes de classe ou... Ouais. Toujours très sérieuse. Tu sortais quand même ou... Non. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai rencontré mon actuel mari, qui lui est beaucoup plus fêtard que moi, et qui donc quand même j'avais cet aspect-là, mais sinon parce qu'il te tirait à dire bon, faut bien qu'on sorte quand même. Ouais, c'est ça. Oui. Et donc tu obtiens ton BDUG, oui. Ça. Et après, alors qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais t'arrêter là pour devenir commissaire-priseur ou Non, il aurait fallu continuer le double cursus. Ce que je n'ai pas fait, j'étais très bonne en droit, j'avais des très bonnes notes en droit, et je me suis dit autant continuer là-dedans. Commissaire-priseur, en plus, c'est quand même un monde qui est assez particulier, et j'ai été échaudée, là encore, par des témoignages extérieurs, mais tu vois, tu cherches un stage et on te dit, alors, mademoiselle, vous n'avez pas votre père qui est expert je vais y arriver, vous n'avez pas votre père qui est commissaire-priseur, et en plus, vous êtes une femme, ça va être très compliqué pour vous dans le milieu. Donc, je me suis dit, non, tu devrais mieux faire du droit. Ok. Voilà. Et donc, tu as continué en L3 droit classique? Droit privé. Quand on fait du droit, on choisit soit d'être publiciste, soit un privatiste. Et en général, il y en a beaucoup qui choisissent privé, non? Je crois que c'est vrai que le droit public, c'est pas... C'est moins sexy. C'est moins sexy. C'est moins sexy. Il y en a qui aiment, hein. Il en faut, mais... Et en master, du coup, tu continues... Et ensuite, j'ai choisi droit des affaires et droit bancaire et financier. Donc, j'ai fait un master 2 à Assas, et là encore, j'ai choisi la spécialité qui était...
la plus prisée. Enfin, en fait, à chaque fois, tu prenais entre guillemets le plus haut truc niveau d'excellence, de difficulté parce que tu savais que tu allais faire en sorte que ça se passe bien et que c'était plus plus, enfin peut-être par rapport à, comme on disait tout à l'heure, par rapport au regard des autres, en mode c'est plus valorisé dans la société. Oui, je pense que quelque part il y avait ce côté besoin d'être rassuré par un diplôme ou par un titre, je sais pas, mais en fait aujourd'hui j'y crois plus du tout. Tu existes entre guillemets à travers du diplôme. Je suis telle profession, donc tu as fait des études, tu es intelligent, alors qu'en soi tu peux ne pas avoir fait de bac plus 8. Tout à fait. Et voilà, et arrivé en master 2, j'ai réalisé que c'était pas du tout la voie qui me plaisait, quoi. J'étais pas bien. Et qu'est-ce qui te plaisait pas? L'ambiance était très particulière. Parce que c'était peut-être que je caricature les étudiants en droit, mais déjà peut-être que, je sais pas, au niveau de la classe sociale, c'est très hétérogène, dans le sens où encore une fois, je caricature, mais des fils et des filles à papa qui vont au musée le week-end. Je n'ai rien contre si vous m'écoutez et que si mes anciens camarades m'écoutent, il y a un peu de ça. Ça reste du milieu parisien, une fac de renommée nationale, voire ça c'est quand même. Et ce master, on savait qu'on avait des places toutes trouvées ensuite dans des grands cabinets français ou anglo-saxons, parce que tu as le diplôme, justement. Et moi je me sentais pas du tout à ma place, quoi. Je sais pas comment l'exprimer, mais crise existentielle de me dire mais qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu fais ça, surtout quel est le sens de tout ça. Et tu vas au bout de ton master quand même ou... J'ai failli abandonner et mes parents m'ont quand même dit t'es presque au bout, ça serait quand même dommage de pas avoir de diplôme. Donc j'ai terminé. C'est ce que j'allais te parler aussi, c'est le rapport avec les parents, parce que je pense que du coup c'était aussi un peu une fierté d'avoir leur fille qui fait ces études-là, et peut-être que si tu leur dis en fait je pense que je vais arrêter, et quelle a été leur réaction? Ils étaient plutôt quand même compréhensifs, bienveillants ou... Je pense que quand t'es parent, t'espères toujours le mieux pour ton enfant. Je vais pas maintenant que je suis mère moi-même, c'est hyper dur tu peux avoir un regard critique sur tes parents, mais en fait, je sais qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les clés qu'ils avaient. Oui. Et donc, parce que sûrement, ils vont écouter ce podcast, donc... mais le but, c'était pas de juger ce qu'ils ont fait, mais c'était plus de voir quelle réaction ça avait suscité. Évidemment que ça avait de l'importance pour eux. Oui. La réussite de leurs enfants, oui, c'est sûr que ça a une importance, ouais. Ça montre aussi, t'as un truc en tant que parent, tu dis c'est quand même cool, mon enfant il est brillant, c'est bien. Et puis objectivement ils avaient peut-être pas tout à fait tort, que t'étais presque à la fin et autant aller tout à fait. Je pense que d'apprendre à aller au bout des choses aussi, et effectivement, parce que probablement le problème venait d'avant et que j'aurais dû être orientée différemment. Mais c'est comme ça. Donc je finis le master 2. T'as un master et tu verras après ce que tu fais, tu pourras faire ce que tu veux. Et alors qu'est-ce que tu fais après ce master? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu te relances dans les études? J'ai pris quelques mois de pause et j'ai été contactée par HSBC et je suis donc rentrée là-bas. Une banque. Je sais plus, elle n'a pas fait faillite ou non? Non. Ah non, je confonds peut-être. Mais une banque anglo-saxonne. Et j'ai accepté le poste qu'il me proposait. Donc, était en droit, juriste en droit des marchés financiers. Et comment ça se fait que tu acceptes, dans le sens où tu nous dis que ça t'épanouissait pas? Parce que j'avais envie de faire quand même ma première expérience professionnelle. Ils ont pas mal insisté. Non, je me suis pris quelques mois de pause quand même avant d'accepter, mais je sais plus ce qui fait que j'accepte. Mais je l'ai fait, en tout cas, je m'en souviens plus. Et quel était ton job là-bas? Donc j'étais juriste. En quoi ça concerne? C'est en fonction support. Moi j'étais fonction support du back office des marchés dérivés. Donc c'est tout ce qui est rédaction juridique des contrats, ce qu'on appelle des contrats de marché. Donc c'est une réglementation hyper spécifique, très technique. Il faut savoir parler le langage des traders, parce que tu traduis en fait juridiquement. Parler anglais peut-être aussi. Oui, évidemment. Ouais. Et tu dois être capable de transcrire de façon juridique des opérations qui ont lieu sur les marchés. Donc voilà.
Donc il y avait déjà une grosse part de finance en fait dans. Enfin là, au moins dans la culture et dans l'esprit. Et est-ce que tu fais là, ça te plaît ou... Oui. Ouais, j'aimais beaucoup le challenge intellectuel parce que c'est quand même pointu ce domaine-là, et j'ai eu de la chance de tomber sur une super équipe. J'étais hyper bien entourée, deux super collègues très proches, et puis de manière générale l'équipe pas du secteur pôle, mais du pôle était géniale. Et tu restes combien de temps là-bas? Je suis pas restée très longtemps, tu vois, ça n'a pas été une expérience, ça a été moins de 3 ans. Ouais, quelques années. Et qu'est-ce qui fait que tu pars? Eh ben, mon mari vivait en Italie, on n'était pas encore mariés, on s'est mariés et je l'ai suivi en Italie. Ah, t'as été vivre en Italie? Ouais. Ça, je ne savais pas. Ouais, j'ai été vivre en Italie. T'as vécu en Italie combien de temps? Eh ben, 9 mois. Une grande lune de miel. Le temps que mon mari finisse son contrat là-bas. Et t'as vu des différences, je sais pas, au niveau culturel entre l'Italie et la France? Ou finalement c'est des pays latins, donc ça reste assez proche? Ouais, non, c'est pas du tout pareil. Ils ont plus le sang chaud, peut-être un peu. Enfin, alors, moi je suis en Bretagne, donc peut-être que dans le nord de la France, on vivait en Italie du Nord, donc c'est à côté de Côme, donc vraiment une région très très riche. Moi, j'aime beaucoup l'Italie, la Dolce Vita, l'art de vivre. Tout est beau. Les Italiens, ils s'habillent bien, ils mangent bien. Ils se prennent moins la tête, peut-être, non? Tout est beau. Je sais pas s'ils se prennent la tête ou pas, mais en tout cas, ils font attention à l'esthétique et à la façon dont ils vivent. On n'est pas resté là-bas parce qu'on n'avait pas envie de vivre une vie d'expatrié, même si c'est très proche. Il y a quand même des différences et voilà. J'ai pas été frappée par l'ouverture des Italiens envers les étrangers, même français, et voilà. Ça m'a pas. Je me suis dit, ok, d'accord, c'est quand même un peu fermé. Et qu'est-ce que tu faisais quand tu étais en Italie comme job? Eh ben, je savais pas trop ce que j'allais faire, donc j'ai quand même. Je me suis dit, est-ce que je tente l'avocature pour devenir avocate? Et j'ai un peu potassé le. C'est CRFPA. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tu l'obtiens le CRFPA? Non. Ou non, tu le passes pas en fait. Non, mais en fait, j'avais jamais voulu devenir avocate. Donc encore une fois, je pense que je me suis pas autorisée à ne rien faire. Parce que bosser, il faut toujours avoir un projet aussi professionnel. Ça permet au cerveau d'être cohérent avec lui-même. Mais en fait, j'avais pas du tout envie de faire ça. Et ensuite, on est rentré en France et je suis retournée chez HSBC. Ah, donc t'as le même job que t'avais. Le même job. Et à quel moment, alors, tu te dis, peut-être que je vais partir en compta, parce que là, on se dit, bon... c'est à ce moment-là. À ce moment-là, on était en plein choix de vie. On est revenu à Paris, mais on savait qu'on voulait pas vivre à Paris. Mon mari est libéral et il pouvait s'installer partout. Et on s'est dit, si on s'installe à Paris, on va être bloqué à Paris, on va rester à Paris. Et en tant que juriste aussi, je voyais pas trop de perspective d'évolution. Enfin, c'est soit tu montes tu es un manager, mais il y a pas trop. Enfin, ça s'arrête là, quoi. Tu gardes la même technique. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais tu peux pas. Surtout que tu étais spécialisée dans un domaine. Une fois que tu connais bien le domaine, hyper spécialisée. Je peux pas dire que tu as fait le tour. Tu apprends toujours un peu de. Oui, puis la réglementation évolue, mais oui, c'est vrai. Tu vois, il y avait des limites en termes de lieu de vie, parce que comme c'est très spécifique, il faut être sur une place des marchés, donc c'est pas en province. Et puis en termes d'évolution. Et à ce moment-là, j'aimais beaucoup la gestion de patrimoine et j'ai rencontré des gens qui en faisaient, et c'était des experts comptables. Et à chaque fois, j'ai rencontré des gens hyper sympas. Et je me suis dit, mais c'est cool en fait. Alors que tu avais une image. J'avais pas d'image. Non, j'avais pas d'idée reçue sur le métier d'expert comptable. Puis en plus, comme tu étais un peu, je pense, dans les métiers du droit qui sont, on va dire, assez. Oui, qui ont déjà une image proche, pas hyper non plus fun. Donc, ouais. Mais en même temps, qui sont assez proches dans le sens où ça reste des professions libérales, entre guillemets, où tu valorises le diplôme, etc. Ouais. Oui, et puis t'es support d'un autre métier. Oui. Donc ça, c'est assez proche, c'est similaire. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas devenir expert comptable, et j'avais perçu que c'était t'avais la liberté au bout du diplôme. J'avais pas vu non plus l'ampleur de la tâche à accomplir pour devenir expert comptable.
Et donc là, vraiment, c'est suite à ces rencontres que tu te dis, je veux devenir expert comptable, je vais me lancer dans le cursus. Ouais, j'ai commencé à bosser le DSCG tout en travaillant chez HSBC. Et tes proches, quelle a été leur réaction? Parce que c'est quand même, c'est un projet personnel, mais c'est aussi un projet. Ouais, les gens, quand tu leur dis que tu veux devenir expert comptable, ils comprennent pas forcément, quoi. Mais pourquoi? Mais vraiment. C'est déjà un master en droit. C'est complètement con comme idée. Oui. Oui, t'as toutes sortes de réflexions, mais c'est un métier qui prend du temps, c'est un métier d'homme, Encore. Ouais, encore. Bah ouais. Et donc tu disais que tu faisais ton DSCG en parallèle. Ouais, moi j'avais pas d'équivalence en ayant un master 2 en droit, j'ai dû repasser le DSCG complet. Mais tu avais l'équivalence du DSCG, qui t'autorisait. Je pouvais passer en candidate libre le DSCG. Donc je l'ai préparé avec Contalia. Ok. Et en candidat libre, mais tu travaillais à côté ou non, tu travaillais pas? Si, je travaillais à côté. Donc toujours chez oui, je me levais à 5h du matin pour bosser mes UE et puis après j'allais bosser. Non, j'étais motivée. Le droit, je pense que ça a dû être facile. Pas tant que ça. J'ai été surprise de l'ampleur du programme. Tu pensais, tu t'es dit, bon, le droit, je connais. Ouais, carrément. T'as fait 5 ans d'études de droit, mais en fait, ça reprend tout. Le programme du DSCG, t'as vraiment. C'est un large panel. C'est pas que le droit des affaires. Ah non, carrément, c'est du droit social, c'est du droit des obligations. Il y a énormément de droit des obligations. Il y a une grosse partie droit des obligues même. Donc, non, j'ai été assez surprise du niveau demandé en droit. Et comment ça se passe pour le passage des matières? Est-ce que tu les obtiens du premier coup? Tu passes en 2-3 ans? Je l'ai passé en 3 ans, je pense. Ouais. Et à chaque fois, ça l'a fait, t'as pas dû repasser des épreuves parce que tu te préparais bien comme la bonne élève. Si je te dis des bêtises, j'ai dû repasser l'économie, je crois. Ah oui. L'oral. Mais ouais. Et t'as dû faire un stage aussi en cabinet? Ou non? T'as pas fait si, il y a un stage. Non, je l'ai pas fait en cabinet. Je l'ai fait dans un service comptable. Ouais, mais pas de cabinet. Non, je suis rentrée en cabinet vraiment après l'obtention du DSCG. Et ton stage en entreprise, c'était quoi comme type d'entreprise? Tu faisais quoi? C'était le diocèse de Montpellier. Ah oui. Et ça t'a plu? Ça me paraît tellement loin quand je t'en parle. Ouais, c'était cool. Ouais, en tout cas, ça t'a pas, ça t'a pas dégoûté, tu t'es pas dit. Non. J'arrête. Non, pas du tout. Non, non, c'est assez curieux. Et puis à chaque fois que tu fais un stage, tu découvres un environnement particulier, donc. Des façons de faire. Puis tu sais que tu es là que pour une courte durée. Exactement. Dans tous les cas. Donc, ouais. Et donc tu obtiens ton DSCG. Oui. Et après, comment tu procèdes? Est-ce que tu te lances dans le DEC directement ou est-ce que tu te dis je vais me faire déjà une expérience Non, j'avais dans l'idée de faire le DEC directement, de rentrer en stage. Sauf que l'expert comptable qui m'a recrutée ne m'a pas du tout inscrite en stage. Et tu le savais? Non. Ah oui, tu l'as découverte. Ouais. Et c'est pas toi qui faisais les démarches parce que moi, je prends mon cas, mais moi c'est plus moi qui imprime le dossier, qui le remplit et en fait je m'occupe plus de faire signer. Mais non, mais j'ai eu une très mauvaise première expérience en cabinet. Ça s'est hyper mal passé. Je suis restée même pas 1 an tellement les conditions de travail étaient déplorables. Et je me suis dit punaise, c'est quand même chaud. Hein. Les RH en cabinet, on est loin de la banque parisienne, très 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 loin. C'était quoi? C'était plus au niveau du temps de travail, du salaire, de la reconnaissance, tout. Il y avait tout. C'était le package complet. Et tu t'es pas dit oh là là quel métier horrible? Eh ben figure-toi que non, ça ne m'a pas dégoûté du métier parce qu'en fait j'avais le cerveau en ébullition, j'étais en train de tout apprendre. Je me suis complètement investie et voilà, j'ai pas vu. J'ai vu après que c'était hyper toxique comme environnement de travail et j'en suis partie. Mais sur le moment, j'étais aussi hyper contente d'apprendre parce que moi, j'avais jamais fait de la saisie concrètement. Donc, en fait, j'étais contente d'apprendre un nouveau truc. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu es retournée en droit? Parce que j'ai vu qu'à un moment dans ton parcours, tu as retourné faire le droit. Ça, c'est vraiment à la... Après le DEC, peut-être? Juste avant le DEC. Ah, juste avant le DEC. Alors, tu quittes ce premier cabinet où tu pensais être inscrite en plus et où tu l'étais pas. Ok, je suis pas inscrite et non, je suis rentrée dans un autre cabinet avec 2 jeunes associés qui venaient de monter. J'étais leur première collaboratrice et je faisais moitié expertise et moitié audit.
Et ça s'est super bien passé. J'ai fait tout mon stage là-bas. J'ai validé mon stage là-bas et ça s'est très bien passé. Cette fois-ci, tu étais inscrite. Ouais, j'étais inscrite. J'ai beaucoup aimé cette phase de montée en compétences, de rapport. J'ai trouvé que l'accompagnement qu'on avait à l'ordre était génial. Franchement, j'ai rencontré plein de gens. Ouais, c'est vraiment bien. C'est bon souvenir. Ouais. Et au niveau de la préparation des épreuves, comment tu t'as procédé? Est-ce que tu as passé toutes les épreuves en une fois, ou est-ce que tu sais, il y en a qui font les écrits après le mémoire? Non, j'ai tout passé d'un coup. Pour compenser. Pour compenser, ouais. Et pour en finir, surtout. Et est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver un sujet de mémoire? Et sur quoi t'as fait? Un peu. Alors à l'époque, je faisais du bénévolat dans une école hors contrat et j'étais trésorière de l'association. Souvent, les experts comptables sont trésoriers. Ou des fois, ils disent que quand ils sont dans des assos, ils précisent qu'ils ne veulent pas être trésoriers. Maintenant, je fais ça. J'ai d'autres engagements bénévoles maintenant et j'ai refusé d'être la trésorière. Ouais. Du coup, je me suis dit, je voyais pas trop ce que je pouvais au cabinet en termes de mission. Ouais, donc je suis partie sur les écoles hors contrat. Oui, parce que ce qu'il faut savoir pour ceux qui nous écoutent, c'est que il faut faire un mémoire qui apporte à la profession et qui est en rapport avec en rapport avec une expérience qu'a le candidat, mais c'est pas forcément, on va dire entre guillemets, l'expérience dans le cabinet dans lequel vous êtes. Et il y a pas mal de personnes des fois qui sont justement aussi dans des assos. Ouais. Et qui font un mémoire qui a trait à ce sujet-là. Oui, c'est ça. Ou par exemple, je sais pas, des sapeurs-pompiers volontaires qui font un mémoire sur le fait de lier sapeurs-pompiers volontaires et experts comptables. Avec son engagement personnel, il faut que ça soit en lien avec une expérience, mais qui peut être perso ou entre guillemets, je sais pas, dans votre famille, vous avez une famille de restaurateurs, et peut-être que même si vous en avez pas dans votre portefeuille, si vous vous rendiez compte qu'il y a une problématique de transmission, je sais pas, dans les restaurants, et vous pouvez très bien faire votre mémoire sur ça, parce que c'est à la fois pro perso. Ouais. Du moment qu'on le justifie, en fait, ça va. Et donc toi, c'est sur les écoles hors contrat, mais dans quel en fait, les écoles hors contrat, elles ont un problème de fixation du prix. Ok. Souvent. Je fais pas de généralité parce que c'est pas toujours le cas, mais elles fixent un peu leur prix au doigt mouillé. Et j'avais travaillé un fichier ou un modèle qui leur permettait de fixer leur prix, tout en aussi tenant compte de leurs spécificités. Par exemple, fixer des réductions fratrie, en fonction du quotient familial, et tout ça sans impacter au final la rentabilité de l'école. Donc, comment modéliser ça et voilà. Est-ce que ça reste une entreprise ou c'est sous forme associatif? Ça dépend. Ça dépend des écoles. Tu peux faire les deux. Ouais, tu peux faire les deux. Oui, parce que quand tu es association, du coup, tu peux avoir aussi des subventions peut-être de la ville. Enfin, je pense que c'est différent le fonctionnement. Et donc, et tu te rappelles comment ça se passe, la préparation des épreuves? Comment tu t'organises? Est-ce que tu te levais à 5h du matin aussi? Non. Je me levais à 5h du matin, mais juste parce que je venais d'avoir un bébé. Non, ça a été hyper dur. Le passage du DEC, franchement, ça a été quand même bien rude. Alors, moi, en plus, je l'ai fait vraiment, j'avais mon 3e enfant qui était petit. Et t'avais eu des enfants pendant le stage? Ouais, j'ai eu des enfants pendant le stage. Ouais. Pendant le passage du DSCG, pendant le stage et après le stage. Et donc, je me souviens que c'était quand même très lourd. Comment tu faisais pour t'organiser et pour vous organiser tous les deux en tant que parents avec justement la reprise d'études, les enfants en bas âge? Tu fais comme tu peux, quoi. Donc, t'avais pas une organisation millimétrée en mode je me lève à telle heure, je fais ça, je fais ci ou... Non, au moment de la préparation pure du DEC, c'est sûr que j'étais en mode warrior sur la rédaction du mémoire. Tu vois, je me souviens des vacances de Noël 2019 où c'est mon mari qui gérait les enfants la journée et moi j'ai fait que rédiger. Je m'étais mis en même temps, t'es obligé de te mettre un mois ou des semaines où tu fais que ça. Donc après, j'ai rendu mon mémoire en février. Et je suis partie une semaine à l'ENOS pour préparer les écrits. Voilà. Donc ça, c'était en mars 2020. Oui, parce que... Et après, il y a le Covid. J'avais pris un nouveau poste en septembre 2019, pendant la rédaction de mon mémoire, justement, pendant la fin de la rédaction de mon mémoire.
Donc j'étais déjà bien dans le jus. Tu vois, j'avais un enfant de 8 mois, j'ai pris un nouveau poste et j'avais mon mémoire à rendre. Et c'était un nouveau poste aussi en cabinet ? En cabinet, mais en tant que directrice juridique. Ah, donc c'est ça que j'avais vu. J'ai fait mon petit retour. Pourquoi ce shift ? Parce que du coup, tu étais bien avancée dans le diplôme, etc. Tu voulais être expert comptable, tu étais presque au bout. Et comment ça se fait que... Alors, c'est pas forcément un retour en arrière, je schématise, mais comment ça se fait que tu reviens vers le droit ? En fait, je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée ou un juste milieu pour concilier mes deux casquettes. Tu vois, je pensais que c'était une bonne idée. Oui, de mixer le côté cabinet et le côté droit, vu que tu avais une connaissance des deux. Oui. Et ok. Mais en fait, ça m'a juste fait exploser en vol. Et parce qu'en plus, tu préparais ton mémoire à côté, tu prenais un nouveau poste, Et un bébé. T'avais deux enfants, du coup ? J'avais 2 enfants plus un bébé, Voilà. Ça fait déjà être simple. Donc, je suis partie à l'ENOS en mars. Et quand je suis rentrée, j'ai été en burn-out, tout simplement. Ah oui, t'as fait un burn-out, je savais pas. Ouais, et j'ai été arrêtée 2 jours avant le confinement. Donc en fait, le confinement a été pour moi une parenthèse salvatrice et nécessaire. Et est-ce que tu peux expliquer, peut-être pour ceux qui connaissent pas, ou même pour moi d'ailleurs, parce qu'on connaît de nom bien sûr le burn-out, mais si tu peux l'expliquer un peu avec tes mots et même après avec ton expérience, même si ça peut différer d'une personne à l'autre, je suppose, comment ça s'est passé, quelles ont été les conséquences, est-ce qu'il y avait des signes un peu annonçateurs, s'il y a des personnes qui nous écoutent, que ça peut eux les toucher potentiellement, ou quelqu'un de leur entourage Et le burn-out, c'est une surchauffe mentale. Donc ça peut être lié au travail, ça peut être lié à la famille, ça peut être multifactoriel. Tu peux faire un burn-out familial, parental. Il y a des parents qui souffrent de burn-out parental, c'est reconnu maintenant. Et c'est ton corps qui n'arrive plus à répondre aux sollicitations du mental, et qui juste dit ça suffit maintenant. Tu ne m'écoutes pas, tu ne m'écoutes plus, tu n'écoutes plus ton ressenti, t'es coupé de tes sensations, de tes ressentis, tu n'écoutes plus les besoins de ton corps, donc de tout simplement se reposer. Et le mental continue dans cette course effrénée, et le corps, au bout d'un moment, stoppe tout et se met dans un mécanisme de survie. Donc, il stoppe les fonctions qui lui prennent le plus d'énergie. Donc, c'est d'abord le raisonnement logique et la mémoire. Et donc ça, c'est très perturbant, parce que quand tu as toujours eu une très bonne mémoire et une façon de penser logique, et que tu commences à ne plus te souvenir de rien et à plus pouvoir raisonner, donc c'est vraiment bloqué, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et voilà, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai une bonne amie qui avait vécu ça avec son mari, et qui m'a dit tout de suite, parce que quand je suis rentrée de Paris, de l'ENOS, vraiment, je ne faisais que pleurer. En fait, j'y arrivais plus. Le lundi matin, je n'arrivais plus. J'y arrivais plus. Et elle m'a dit, comme si ton esprit est déconnecté de ton corps un peu. Je pouvais plus avancer. C'est le stop non négociable, quoi. Et elle m'a dit, il faut que tu ailles voir ton médecin, il va t'arrêter. C'est minimum 15 jours d'arrêt pour que tu récupères. Voilà, donc j'ai été arrêtée 15 jours, et il se trouve qu'on a été confinés, donc je n'ai jamais repris mon poste. Voilà. Et évidemment, comme dans tout problème, il faut identifier d'où viennent, comment c'est venu, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont sujets à burn-out parce qu'ils ne se limitent pas dans la quantité d'énergie qu'ils sont capables de donner aux autres, à moi, à mes enfants, à mes amis, à mon travail. Et tu penses que c'était lié aussi à ce que tu disais, le syndrome de la bonne élève, en mode je veux tout bien faire, je veux tout le temps, être une bonne mère, exactement. Une bonne collaboratrice, une bonne salariée, une bonne élève dans le sens je prépare le deck, tu voulais tout faire parfaitement, et donc tu mets tellement d'énergie que... Voilà. Et comment ça se passe alors, ce confinement J'ai dormi, je me suis reposée. Là, t'avais déposé ton mémoire déjà ? Ouais, j'avais déposé mon mémoire, et normalement j'aurais dû passer le deck en mai 2020, et le deck a été reporté en novembre. Donc voilà, ça me laissait du temps aussi pour ne pas travailler. Ne pas travailler. Et ça a duré combien de temps, jusqu'à l'été, peut-être jusqu'à temps que ta convalescence, on va dire, combien ça t'a mis très combien long, de temps je suis désolée pour les gens qui souffrent de burn-out, mais je vais pas être. C'est très très long pour retrouver parce qu'il se trouve que quand on est sous stress, on a physiologiquement le niveau de cortisol qui augmente dans son corps, et
et que ça, pour retrouver un niveau normal de ne plus être en situation de survie et donc tout le temps en réaction au stress, ça met plusieurs mois. Ça descend très lentement. Enfin, ça descend peut monter lentement. très vite, mais ça descend. Ouais, ça met lentement. plusieurs mois. On dit il faut 3 ans pour se remettre d'un burn-out. Alors ça paraît long comme ça, mais en fait, la première année, on se remet. La deuxième année, on se reconstruit. Et la troisième année, on peut de nouveau rayonner. Donc c'est pour ça on dit que ça met 3 ans. Donc là, t'es dans cette période-là ? Non, là, ça y est, je suis passée. Moi, ça y est, j'ai fait les 3 ans. Mais bon, je fais quand même super attention parce que je sais que je peux retomber dans le truc hyper facilement. Je pense que c'est... Enfin, sans dire que... On va pas dire que c'est un avantage d'avoir fait un burn-out, mais par rapport à tes clientes ou même à ton entourage, je pense que du coup, tu vas être plus... alerte par rapport à ça, et si tu vois qu'il y a des signes, dire attention, il y a des risques, etc. En fait, ne serait-ce que d'en parler, en fait, parce que oui, tu l'entends, mais tant que t'as pas eu de témoignages de proches, de gens qui ont traversé ça, bon, tu te dis t'entends le mot, mais tu vois pas. Enfin, je pense que c'est difficile d'imaginer quand on n'en a pas fait ou quand on n'a pas eu un proche qu'on a fait un, de se dire à quel point c'est violent. Donc en tout cas, merci pour le message, si ça peut aider des personnes potentiellement. Ouais, mais c'est vraiment un truc, et il y en a beaucoup en ce moment, on en parle beaucoup, mais tu vois, c'est comme si au niveau individuel, on vivait aussi ce qui se passe au niveau collectif, de l'épuisement de nos ressources. C'est vraiment, le burn-out, c'est ça, c'est tu brûles toutes tes ressources et tu n'en as plus, tu apprends à vivre pendant plusieurs mois avec 10% de batterie chaque jour. Et il faut que tu fasses ta journée avec 10% de batterie, plus 100, t'auras plus 100 pendant plusieurs mois. Donc c'est vraiment, et c'est comme si on nous apprenait au niveau individuel à gérer nos ressources au niveau collectif. On le sait aujourd'hui que la Terre n'aura pas assez de ressources si on continue dans l'hypercroissance. Donc comment on fait en fait ? Comment on va faire avec des ressources limitées ? Donc c'est hyper intéressant. Moi j'ai beaucoup appris de cette expérience, et c'est vrai que quand t'es dedans c'est horrible, mais en vrai t'en ressors différent. Et donc tu passes tes épreuves en novembre, mais tu étais toujours salarié du cabinet, en arrêt ou non, j'étais en arrêt et je suis partie. Je suis partie début de l'été, quoi. Et tu passes tes épreuves. Ouais. Donc, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Je me souviens être sortie un moment dans la salle au moment de passage des écrits, d'être allée aux toilettes et de revenir et me dire, ah là, c'est trop bien, ça y est, je suis enfin en train de le passer, ce diplôme, et ça y est, c'est bientôt fini. Donc j'étais trop contente. Ouais. Et pour l'oral aussi L'oral, j'étais un peu déçue. J'ai trouvé que c'était hyper scolaire. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, en fait, je m'attendais à un échange entre professionnels, et ça n'a pas du tout été le cas. C'était très très scolaire. Voilà, je me suis sentie. Je pense que ça dépend peut-être aussi du jury. Bien sûr, mais c'est vrai que tous ceux avec qui je le passais, on a eu la même sensation, et on s'est dit c'est dommage, quoi. On est des futurs experts comptables, et on a l'impression encore une fois de devoir se placer dans le bon élève qui fait bien, se justifier. Alors que voilà, mais je l'ai eu, donc avec des bonnes notes ou... je me souviens même pas de mes notes. Je me souviens quand on m'a appris que je l'avais et que j'étais trop heureuse, mais peut-être est-ce que tu t'étais déjà un petit peu détachée du syndrome de la bonne élève, peut-être. Parce que tu vois, en mode les notes c'était plus là, l'élément principal. C'était clairement la règle des 80-20 sur la préparation du deck. C'est 20% de mon énergie doit fournir 80% du résultat, parce que je vais pas aller dans je vais pas aller dans la perfection sur mes épreuves. Je vais juste le faire. Et une fois que tu as ton deck, alors quelle est ta prochaine étape ? Est-ce que tu te dis je monte un cabinet ? Est-ce que tu dis je m'associe ? Non, je monte un cabinet direct. Non, je me suis installée direct. J'ai créé un cabinet et j'ai commencé à bosser de chez moi avec les écoles hors contrat. Uniquement avec ces... Ok. Ouais. Comme quoi le mémoire peut... Enfin, ça t'avait fait peut-être prendre contact avec des écoles. Et... même j'avais donné des formations aussi pour une association qui s'occupe des écoles privées hors contrat. Donc oui, j'ai démarré comme ça. Donc ça t'avait fait du réseau. Oui. Un petit peu. Comme quoi le mémoire, faut pas... Enfin, du coup, c'est pour ça, je pense aussi que t'étais un peu frustrée de te dire... de ressentir le côté scolaire dans l'oral, parce que vu que toi t'avais c'était au-delà du mémoire, c'était aussi se construire un réseau, vraiment pour l'après, donc je comprends mieux. Donc ça, tu commences comme ça. Est-ce que t'avais déjà le nom source ou est-ce que c'est venu après? Non, j'avais déjà le nom source. Et alors, comment on fait pour trouver un nom, pour trouver des couleurs qui nous ressemblent? Eh bien, je ne sais pas comment on fait. Il n'y a pas de recette miracle. J'ai choisi ce nom-là un peu instinctivement.
Tu t'es pas fait accompagner Non, pour le choix du nom, non. Pour l'identité graphique, oui. Et pour tes premiers clients, donc il y avait les écoles hors contrat avec lesquelles tu étais déjà en lien peut-être pendant ton mémoire. Et tes autres clients, est-ce que tu te disais justement que tu voulais faire que des écoles hors contrat? C'est ce que tu te disais au début, c'est ce que tu te dis toujours aujourd'hui? Ah non, aujourd'hui pas du tout. J'ai gardé mes clients historiques que j'aime bien, mais sinon non, j'en ai encore qui m'appellent parce que mon nom circule encore un peu là-dedans, mais ouais, non, pas du tout. Après, j'ai bifurqué assez rapidement, en vrai. Et pour quelles raisons tu t'es diversifiée, du coup? Alors, je me suis pas diversifiée. C'est juste que j'ai changé de cible. J'ai été approchée par un cabinet de l'Ouest de la France, spécialisé dans l'éducation, et qui m'ont demandé si je voulais bien m'associer pour créer une antenne dans le Sud dédiée à l'éducation. Ah oui, super intéressant. Voilà. Et j'y ai réfléchi très sérieusement. J'ai rencontré plusieurs fois les associés. Et à ce moment-là, grosse phase de discernement. Je me suis dit, est-ce que je renonce à mon choix initial d'être libre, de faire ce que je veux, ou est-ce que je vais avec eux et je renonce à ce que j'avais créé déjà? Donc grosse phase d'introspection, et en fait je leur ai dit non, et je me suis dit en fait Source, ça va prendre une autre dimension, et j'avais cette petite idée en germe depuis longtemps d'accompagner des femmes, et c'est là que ça a pris de l'ampleur parce que justement m'obliger à me positionner, c'est comme si ça m'avait fait prendre conscience de plein de trucs autres. C'était un peu une introspection, de se poser des questions sur ces valeurs profondes. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire, à la fois que ça soit, je pense, même niveau pro, mais même niveau perso. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et normalement, ton pro doit servir un peu tes objectifs. C'est le plus dur, en fait, de savoir ce qu'on veut faire. C'est le plus dur de déterminer au fond de soi ce qu'on veut pour soi-même, en faisant taire toutes les voix, tout ce qu'on devrait faire, tout ce que les autres attendent de nous. C'est le plus dur. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé, c'est quand même plus facile de s'affirmer et de dire ok, je vais dire non à plein de trucs parce que moi j'ai choisi cette voie. Et c'est cool que d'autres fassent autrement, mais moi je vais faire comme ça. Et pourquoi les femmes alors? Pourquoi exclusivement les femmes? Est-ce qu'il y a des quelle différence tu vois avec, par exemple, des entrepreneurs hommes? Les femmes souffrent de ce syndrome de bonne élève beaucoup plus que les hommes, je trouve. Et elles ne se lancent que si elles se sentent parfaitement capables et parfaitement parfaites de ce qui n'arrive jamais. Du coup, elles se mettent une pression de dingue. Elles ont vraiment peur de mal faire. Et alors peut-être je suis dans ma croyance limitante parce que j'accompagne des femmes, mais en fait leur ouvrir un espace où elles peuvent dire qu'elles ont peur et que en fait c'est trop bien de les voir s'ouvrir et prendre confiance en elles. C'est vrai que en tout cas, sans faire de sexisme ou autre, les hommes ont moins ce truc aussi de montrer leur faiblesse. Mais c'est aussi une des conséquences du patriarcat. On va dire qu'on attend des choses des femmes, on attend des choses des hommes, et ils vont moins montrer leur sensibilité, par exemple, leurs émotions. Ils vont plus être en mode je fais plein de chiffres d'affaires, je suis un gosse, j'ai confiance en moi. Et du coup, ça peut créer, je pense, du côté des femmes qui se disent les modèles d'entrepreneurs, ça correspond. Il faut être dans cet esprit-là, sauf que moi, je m'identifie pas. Et donc peut-être que je suis pas faite pour être entrepreneur, alors qu'il n'y a pas de règles. C'est ça. En fait, c'est remettre de l'espace pour s'exprimer, et surtout de l'espace où s'exprimer sans comparaison ou sans regard. Parce qu'une femme va pas s'exprimer de la même façon s'il y a un homme dans la pièce que s'il y en a pas. C'est quelque chose que toi t'as remarqué ou... Il suffit de regarder des groupes de copines qui discutent ensemble. En fait, tu passes d'un sujet à l'autre. Il n'y a pas de honte. On peut se dire les choses. C'est la vraie vie, quoi. Alors après, il y a toujours des exceptions, tu vois. Mais c'est un peu comme être maman. T'as ton groupe de copines à qui tu peux dire putain, c'est vraiment la galère. Ça fait 2 nuits que je dors pas. J'en peux plus. Tu peux vraiment le dire. Et puis après, t'as évidemment
en dîner où tu dis oui, mon bébé dort, c'est super, bien sûr. Oui, parce qu'en même temps, tu peux pas, entre guillemets, tu peux pas être mère et dire ça va pas ou ça le fait pas, parce que c'est dire que t'es pas potentiellement une bonne mère. Il y a beaucoup d'injonctions sur la maternité là-dessus. Tu dois être une bonne mère et tu peux pas te plaindre ou tu peux pas. T'as déjà la chance d'avoir pu avoir des enfants, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu, donc tu peux pas te plaindre. Alors qu'en fait, c'est dur et t'as le droit de le dire. Et pareil pour l'entrepreneuriat, c'est dur et t'as le droit de le dire. Mais et effectivement, tu parlais de réussite. C'est vrai que les femmes n'ont pas forcément les mêmes critères de réussite que les hommes. Elles ne se reconnaissent pas forcément dans les rôles modèles masculins qui ont qui bossent tout le temps. Alors que pour une femme, peut-être la réussite, ça va être autre chose. Ça va être de pouvoir partir en vacances scolaires tout le temps, d'aller chercher ses enfants 1 à 2 fois par semaine. Enfin, j'en sais rien. Ce qui est bien, c'est que ça évolue quand même, dans le sens où tu as aussi des hommes qui peuvent avoir des objectifs qui sont différents et qui peuvent vouloir, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, passer du temps avec leurs enfants, etc. Et donc je pense que c'est de moins en moins tranché, mais il y a quand même le poids de l'historique où, par exemple, tu vois quand même toujours que donc là, on prend l'exemple des enfants. Encore une fois, il n'y a pas d'injonction, on n'est pas obligé de faire des enfants, mais pour ceux qui en font, l'école, quand elle doit appeler le parent, elle va appeler en général en premier temps la mère. Et même, moi, j'ai des exemples, tu vois, de personnes que je connais. On dit à l'école, c'est le père qu'il faut appeler parce que moi, je serais pas mon travail fait que je ne suis pas disponible. Et pour autant, en automatique, c'est la mère qu'on va appeler, alors qu'en fait, on t'a précisé qu'il fallait appeler le père, ou je sais pas, tu vas chez le banquier, que ce soit pour ton projet pro ou perso, et le banquier va parler à ton mec ou à ton mari, alors qu'en fait ça se trouve c'est toi, c'est ça. Je dis n'importe quoi, mais admettons t'es expert comptable et ton mec a rien à voir avec ça, ou c'est pour ta boîte, et en fait il parle et va chez un concessionnaire automobile. Voilà, je pense que c'est encore pire. C'est encore pire. Mais je pense que c'est pareil pour l'immobilier, etc. Enfin, en fait, l'interlocuteur, il y a quand même ce biais. Oui. C'est pareil, je voyais le témoignage d'un mec qui s'est arrêté, qui est devenu père au foyer, et il expliquait qu'il a des gens qui le congratulent, qui disent c'est génial ce que tu fais, bravo. Alors qu'une femme, jamais il y a personne qui dit ça à une mère au foyer qui est juste au bout du rouleau, et personne va lui dire mais c'est trop bien ce que tu fais. Et à l'inverse, on va dire mais tu t'épanouis dans ton rôle, tu veux pas genre avoir un taf à l'extérieur, c'est ça. alors qu'en fait il y a pas de règles, et si la personne est bien comme ça, Donc voilà. Et donc c'est un cabinet d'expertise comptable que tu crées. Ouais. Et comme service, tu vends exclusivement de l'expertise comptable, tu fais pas de commissariat aux comptes? Non, pas de commissariat aux comptes. J'ai vendu beaucoup d'accompagnement. Tu vois, des passages de micro en société. Okay. Et ça, est-ce qu'il y a un côté de conseil pur avant la transformation? C'est vraiment c'était un pack que j'avais fait sur comment est-ce qu'il y a besoin de passer en micro, passer en société, est-ce qu'il y a parce qu'on peut être en dessous du seuil, mais avoir un intérêt à être en société. Comment ça se passe, et aussi l'aspect trésorerie. Voilà, moi je fais hyper attention à ça parce que souvent ça les inquiète. C'est vraiment une inquiétude, la trésorerie. Et donc j'ai un peu testé tout. Tu vois, là ça fait 1 an et j'ai un peu testé plein de choses. De la compta classique, et j'ai fait aussi le certificat d'accompagnement patrimonial avec l'ordre, donc j'ai aussi eu ce type de mission qui m'a plu, et là j'ai mis en place une formation, et en fait j'ai tellement envie d'aller là-dedans, que j'ai tellement envie de développer ça que je pense que je vais y aller à fond. Et sur les personnes que tu as accompagnées pour passer de micro à société, comment tu avais trouvé ces clientes-là? Au début, il y a pas mal de bouche à oreille, de connaissances. C'est le premier cercle, ou des gens qui viennent de la part du premier cercle. Un peu les réseaux sociaux. T'as pas trop fait de réseautage en mode aller dans des événements? Non, j'aime pas ça. Type CCI, tout ça? Non, j'aime pas du tout ça. Truc. Et alors tu me diras si je me trompe, mais je pense que on va dire une des croyances limitantes qu'il peut y avoir quand on passe de micro à société, ça peut être compliqué, et d'autant plus peut-être pour les femmes, tu vois, de se dire non mais je suis juste une petite entreprise, moi je suis pas une société. Et même au-delà de ça, le rapport à l'argent aussi, que ce soit le perso ou pro, je pense que tu adoptes aussi un peu une posture de coach et de remise en question des croyances. Ouais, il y a beaucoup de mindset là-dedans en fait. Le statut de micro, c'est ce que j'expliquais à mes clientes, c'est une entreprise déjà. C'est une entreprise, ça c'est sûr, avec un statut fiscal et social simplifié, mais qui est plafonné par des seuils, et que
psychologiquement, du coup, tu ne t'autorises pas à passer ce seuil. Et tu ne t'autorises pas à voir plus grand. Et ça leur parle vachement parce qu'effectivement, quand elles comprennent ça, ou en fait, même si économiquement, tu leur montres par les chiffres que c'est à peu près kiff-kiff de passer au micro au réel, elles se disent non, en fait, j'ai envie de passer, j'ai envie de monter en puissance. Il y a quand même ce désir-là chez mes clientes, en tout cas, de passer la seconde. Et ouais, c'est un travail aussi des fois psychologique, limite de psychologue. Souvent, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est quand même ça. Tu travailles énormément sur toi-même avoir confiance pour en avancer. soi. Ouais. Donc oui, le rapport à l'argent, ça revient souvent. C'est une vraie question de fond. Je trouve qu'il y a quand même en ce moment des voix féminines qui s'élèvent pour que les femmes reprennent du pouvoir sur leurs finances personnelles et professionnelles. Donc tant mieux. Tant mieux. Et à quel moment tu te dis que tu vas te former en gestion de patrimoine ? Est-ce que c'est parce que tu avais des problématiques dans tes clientes qui te faisaient dire Ça, c'est vraiment mon appétence, moi, que pour j'avais apprendre. Depuis le début. T'avais ton deck, donc j'avais pas rien à faire. Fallait bien que je fasse un truc. C'est vrai, en plus, ce que je leur ai dit au diplôme de fin, j'avais dit que c'était mon dernier diplôme, le deck, et non. On n'arrête jamais d'apprendre, et des fois, il n'y a pas forcément besoin de diplôme, ça peut être lire des livres, écouter des podcasts. Ça fait plusieurs années que je le voyais passer dans le catalogue. C'était celui de l'OREP ? Forméga. Non. Ah non, c'est un autre Forméga. Qui est dispensé par l'ordre. De Montpellier. Ouais. Enfin, d'Occitanie, pardon. Oula, la boulette. Bon, ça va, ils nous pardonneront vu que le congrès est à Montpellier. Voilà. Et oui, et non, je regrette pas du tout. Parce que les problématiques, notamment de protection sociale, de retraite, m'ont beaucoup servi et servent beaucoup. Je trouve que les gens voient tout de suite la valeur ajoutée que tu leur apportes quand tu leur expliques ça, leur couverture sociale et ce qu'ils auront droit. Enfin, franchement, je regrette pas du tout cette formation. Contrairement à, on va dire, la compta pure, non. Où en fait c'est ça la problématique aussi, c'est de faire de la valeur ajoutée et après valoriser ce qu'on peut faire, que le client sache aussi quel type de mission on peut faire, parce que des fois il ne sait pas, en fait, de savoir identifier le besoin et répondre aux besoins. En fait, si tu regardes bien, la compta, c'est pas un besoin. Faire la compta, c'est une obligation. C'est une obligation. Donc c'est pas, tu peux pas toucher les gens parce que tu ne réponds pas à leurs besoins. Enfin, si, leurs besoins, c'est peut-être d'être en règle. Oui. Mais c'est pas un besoin qui les fait payer plus cher. Non. Tu vois? Ils paieront pas deux fois plus cher du moment que c'est, entre guillemets, peu importe l'expert comptable, c'est censé être en règle. Donc on va pas payer deux fois plus cher pour. La valeur perçue de la compta, elle est très très limitée. Est-ce que tu peux expliquer la notion de valeur perçue ? Moi je connais, mais je me dis, j'essaie de me mettre à la place des auditeurs et de me dire. Alors comment on peut expliquer la valeur perçue ? La valeur perçue n'est pas le prix. La valeur perçue, c'est ce que la personne à qui on vend une prestation est prête à payer pour l'avantage qu'elle en tire. Je crois que l'exemple qui est souvent donné, peut-être que tu l'as vu passer et qu'il y en a qui l'ont vu passer, c'est la bouteille d'eau. En mode la bouteille d'eau en fonction de si là, je sais pas, au congrès, il y a une bouteille d'eau, ou si on est dans le désert, ou si on est je sais pas, dans une piscine, on va pas être prêt à débourser le même tarif. Ou je sais pas, si on est. Oui, c'est ça, là, au congrès, si il fait super chaud, on a très soif. Si on est chez soi, tranquille, voilà, on va pas avec aller un payer robinet une bouteille d'eau. Pourtant, le produit intrinsèquement est le même, mais en fonction de où tu le mets, ou toi, l'état d'esprit dans lequel tu es, etc., la valeur n'est pas la même, dans le sens où peut-être que dans le désert, tu es prêt à payer 10 € une petite bouteille d'eau, alors que si tu es chez toi tranquille, tu vas pas payer 10 € une bouteille d'eau, et tu vas aller faire tes courses et la payer moins cher. Et ouais, donc c'est tout un travail de faire percevoir la valeur au client, déjà qu'il y en ait, et ensuite de la vendre. Et il peut y avoir une différence entre le prix la personne peut payer plus cher que la valeur intrinsèque du produit, mais si elle voit la valeur, c'est ça. Pour elle, c'est comme le taux horaire. Je pense que des fois, on peut se dire, mais attends, il y a des gens, ils facturent 1 000 € de l'heure, mais en fait, s'il y a des gens qui sont prêts à payer, c'est que c'est OK pour eux. Et je pense que c'est pareil, au niveau psychologique, tu vois. C'est ça. Quand tu fixes tes prix, au départ, tu penses pas forcément ça. Tu penses que fait la concurrence, combien les gens seraient prêts à payer max, mais tu ne vas pas mettre en avant ta différenciation ou
ce que tu apportes ou ce à quoi tu réponds vraiment et pourquoi c'est génial et pourquoi ils devraient payer plus cher pour avoir ce service. Et des fois, un des biais, je pense qu'on peut avoir, c'est que on va se dire, faut pas mettre trop cher pour que les gens puissent acheter. Ouais. Mais il n'empêche que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais dans le luxe, j'ai pas de marque qui me vienne en tête, mais en fait, vous payez plus la marque et l'image que ça renvoie, le fait d'appartenir à une classe, de se dire j'ai un sac de luxe, que le produit en lui-même ne coûte pas vraiment ce prix-là. Et j'avais un exemple qui me venait en tête. Mais ça veut dire quoi, trop cher, tu vois? Par exemple, je pense que si on faisait un tour de table en demandant à chacun c'est quoi un sac cher, on n'aurait que des réponses différentes. T'as des mecs qui vont dire, bah non, 200 balles, c'est déjà cher pour un sac. D'autres, oui, un sac cher, c'est pas du tout. On est plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc c'est pas un. Tout dépend si c'est fonctionnel pour porter quelque chose, ou si c'est, comme on dit, un sentiment d'appartenance, de montrer qu'on a de l'argent aussi. Enfin, ça répond pas totalement aux mêmes besoins. Et ce que je voulais dire par rapport au prix, c'est que des fois, on peut avoir tendance à se dire, d'autant plus en expertise comptable, faut pas que je sois trop cher, faut que je sois abordable, etc. Sauf que du coup, le fait d'être pas cher dans l'esprit des gens, ça signifie, entre guillemets, qu'il y a peu de valeur. Enfin, je dis pas de mettre non plus ultra cher, mais en fait, des fois, on peut avoir sur des produits des personnes qui vont plus acheter, par exemple, si c'est à 30 euros que si c'est à 20 euros, parce qu'en fait, le fait de payer 30 euros, ils vont se dire, ah bah si je paye 30 euros, ça veut dire que ça a plus de qualité que si je paye 20 euros, alors que le produit est le même. De vin. Ah, je connais pas. Vas-y, quand tu mets un panel de gens et tu leur donnes 3 bouteilles de vin à noter gustativement et que tu laisses le prix sur les bouteilles, ils vont mettre une meilleure note. Ils vont classer par ordre de prix naturellement. Et après, à la fin de l'expérience, tu leur révèles que c'était le même vin dans les bouteilles. Tu vois, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence de vin. Mais c'est psychologiquement, quand c'est plus cher, on se dit que c'est plus qualitatif. Exactement. Et quand c'est moins cher, on se dit que c'est moins qualitatif. Exactement. Alors que c'est pas forcément le cas. Et voilà, l'inverse n'est pas vrai forcément non plus. Donc, petit cours de psychologie et d'économie. Non, mais en vrai, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est des choses dont on parle pas forcément et c'est très lié au psychologique aussi. Au fonctionnement du cerveau aussi, vraiment, aux biais qu'on peut avoir et une fois qu'on les a levés, on se rend compte de trucs et on se dit, mais oui, non, ça c'est pas normal. En fait, on fonctionne comme ça depuis longtemps. On s'est habitué, mais c'est pas forcément normal. Et ce que j'ai remarqué, si on parle de normalité, c'est que ça dépend vachement de notre environnement, parce qu'on peut se trouver normal ou bizarre en fonction de l'environnement dans lequel on est. Tu vois, comme tu disais, par exemple, si on compare nos prix aux concurrents, si tous les concurrents vendent 20 euros, on se dit, c'est la norme de vendre 20 euros. Et si on vendait 25 euros, on se dit, mais non, personne va acheter à 25 euros. Alors que ça se trouve, comme on l'a dit, c'est possible d'avoir plus de ventes à 25 euros qu'à 20 euros parce que le client va penser que c'est de meilleure qualité. Tout le monde vend à 20 euros. Pourquoi eux, ils vendent à 25? Du coup, c'est que ça doit être meilleur. Parce clair. Que, justement, c'est bizarre. Et le fait que, en fait, la normalité, c'est toujours par rapport à une référence. Et donc, le fait de se comparer, etc., c'est pas, on le sait que c'est pas bon, mais c'est très dur de pas se comparer. C'est vraiment très dur. Et de s'émanciper de ça. Et par exemple, je crois que, notamment pour ceux qui sont en freelance, tu sais, en prestat de service et tout, un bon exercice qui peut être fait, c'est au début, comme t'as pas forcément beaucoup de clients, que tu peux pas trier, tu mets un prix convenable, on va dire un taux horaire ou au taux journalier, et après d'augmenter au fur et à mesure de 50 en 50 jusqu'à tant que les gens te disent OK. En fait, ça te permet de passer des paliers on passe pas de 200 euros par jour à 1000 euros par jour directement, parce que même comme on disait, avec les biais psychologiquement, etc., on va se dire, mais personne va me payer 1000 euros par jour. Je vaux pas ça. Et puis réaliser qu'en fait, quand tu commences à vendre plus cher, tu peux vendre à moins de personnes aussi, et finalement c'est plus rare. C'est plus rare, et ça fait partie aussi de la valeur perçue par les gens. Voilà, donc on se dit que t'es plus compétent. Ouais. Donc c'est vraiment une question de prise de confiance en soi pour se dire, attends, mais non, c'est ce que je vaux, quoi. Et justement, par rapport à ça et au développement un peu psychologique, je me disais, et par rapport à la normalité, c'est de se dire, donc si tu commences à 200 et que tu augmentes de 50, au début tu vas te dire, non mais attends, les gens ils vont jamais payer 250 ou 300 euros, et quand tu vois que c'est OK, et après tu arrives par exemple à 500, en fait, ça devient ta normalité. Et là, tu te dis, non, mais attends, je vais pas travailler pour 300 balles. Alors qu'il y a 1 ou 2 ans en arrière. En fait, t'as juste élevé tes standards.
tu ne reviendras plus dans le niveau en dessous parce que tu as élevé tes standards et qu'après tu passes un palier, comme aux jeux vidéo. Et du moment qu'il y a des gens pour payer ce prix-là, c'est que, entre guillemets, c'est le bon prix. Ouais. Et donc, suite à ton diplôme en gestion de patrimoine, est-ce que c'est des choses que tu as pu vraiment appliquer avec tes clientes et que tu arrives à valoriser est-ce que c'est du coup plus des missions exceptionnelles qu'elles payent? Oui, et c'est pas forcément les mêmes clientes d'ailleurs. Ça peut être des gens exclusivement qui viennent que pour l'audit patrimonial. Alors c'est un certificat où on apprend à travailler en interprofessionnalité avec des notaires, des avocats, des assureurs pour proposer un regard à 360 sur le dirigeant. Et ça, on parle plus entreprise, on parle dirigeant, que ça soit, on mélange le même pro moi, et le perso. J'aime bien les faire en couple aussi parce qu'il y a le foyer fiscal et il y a les objectifs du couple. Donc comment on met l'argent au service aussi de ces objectifs-là. Ça c'est un sujet aussi. Je crois que tu as la relation toi avec l'argent, mais tu as aussi la relation de couple avec l'argent, parce que tous ne s'organisent pas de la même façon, parce que quand il y a des disparités notamment de salaire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, est-ce qu'on fait 50-50, est-ce qu'on fait en proportion de chacun notre salaire? Est-ce que j'avais déjà vu aussi on se dit que chacun on met le même montant, donc c'est pas 50-50, mais si y en a un qui gagne 3 000 et l'autre qui gagne 1 500, et chacun on met 1 000. On ratise, Ah oui, 1000. Chacun on met, et du coup le surplus de notre salaire, en gros c'est notre argent de poche, mais chacun met par exemple 1000 et 1000, il y en a un où il lui reste 500 et l'autre où il lui reste 2000, admettons. Mais du coup, il y a tellement de façons de fonctionner. Mais j'aime trop ces audits parce que tu vois, quand tu prends un couple et que tu passes 2 heures à discuter de ce qu'ils ont déjà mis en place, comment ils s'organisent, dans quoi ils ont investi, quels sont leurs projets de vie, déjà ça les oblige à se poser, à se poser ces questions. Et à discerner ensemble sur ces sujets-là, c'est vraiment très intéressant. Donc après, nous, on est au service de ça. Et c'est vraiment chouette. Là, tu sens que tu apportes quand même un truc, une valeur ajoutée, et que c'est vraiment utile. Ça leur servira pour leur projet. Et tu parlais tout à l'heure d'une formation que tu as sortie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment t'es venue l'idée? Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette formation? Alors, l'idée, c'est de faire une formation en ligne pour être... pour avoir de l'impact sur le plus de femmes possible. Je savais pas trop par où commencer parce que la construction d'une formation en ligne, c'est pas évident, c'est pas forcément ce pourquoi on a été formés nous-mêmes. En même temps, moi, je suis assez consommatrice de ce genre de contenu et je trouve ça génial à chaque fois. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et comme j'avais eu quand même pas mal je voyais bien quels étaient les besoins de mes clientes et comment je pourrais les aider, en fait, plus. Parce que tu peux toujours faire plus, mais voilà, j'ai réfléchi à comment aider les femmes entrepreneurs à devenir des meilleures décisionnaires, à gagner en clarté sur ce qu'elles doivent maîtriser comme compétences pour être des bonnes chefs d'entreprise. Et donc j'ai découpé en 6 modules, j'ai packagé une offre de formation et je l'ai pré-vendue, c'est-à-dire que je ne l'avais pas rédigé chaque module, je l'ai pré-vendue sur Instagram à des femmes que je connaissais pas. Il y a 3 femmes qui ont accepté de rentrer dans cette version test parce que j'étais assez transparente avec elles sur le fait que c'était une version test qui était en cours de construction, et j'ai lancé ça cet été. Et je pense que tu avais quand même débloqué pas mal de trucs parce que pour devenir influenceuse sur Instagram. Non, mais pour lancer une formation, pré-vendre, je pense que beaucoup de personnes, tu vois, t'as tendance à faire l'inverse, à te dire, je vais d'abord faire mon produit, etc. Et une fois que j'aurai fait mon produit, je vais le vendre et il y aura plein de personnes qui vont l'acheter, alors qu'en fait c'est l'inverse qu'il faut faire, et c'est très, ce que tu as fait, si tu peux expliquer un peu la démarche, mais c'est ça, en fait, si tu peux perdre vachement de temps à faire parfait, justement, à être parfaite et à tout fignoler, choisir ta plateforme de formation, et en fait tu te rends compte qu'il n'y a pas de demande derrière. Donc là j'ai vu qu'il y avait de la demande, et je l'ai fait, je me suis lancée, et c'est vrai que maintenant je me sens beaucoup plus prête à la vendre de façon officielle, parce que j'ai trouvé alors c'est en cours, j'ai fait les 3 premiers modules parce que c'est un module par mois. J'ai fait un questionnaire de moitié de mi-parcours là, et les retours sont top, donc je suis trop contente.
Donc je vois bien qu'il y a des points d'amélioration et ça va sûrement prendre une autre forme au final, mais je vois que c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Du coup, ça te permet aussi de valider le marché, enfin de te dire il y a vraiment des gens que ça intéresse aussi et comme je te disais d'avoir des premiers retours, même si dans tous les cas ça sera jamais parfait. On a aussi, je pense, chacun notre vision entre guillemets du parfait, de nous comment on le ferait, par exemple pour la formation. Toi tu verrais ça. Et peut-être qu'en ayant des retours, tu dis ah bah oui il y a ce besoin-là ou là j'ai pas forcément été très clair. Et le fait de prendre en compte les retours clients, c'est aussi ce qui va faire qu'il va y avoir plus de valeur et peut-être des choses auxquelles t'aurais pas pensé ou parce que tu te disais oh mais ça c'est simple ou je sais pas. Et en fait si la personne en face de toi, faut vraiment s'adapter au client. Si le client pour lui c'est pas simple et qu'il a besoin qu'on lui explique, c'est que c'est nécessaire et qu'il faut le faire. Et d'ailleurs j'aimerais bien faire un post LinkedIn à propos de la valeur ajoutée. L'exemple que j'avais en tête, c'était, tu vois, je me dis par exemple une écriture comptable en soi, pour un expert comptable, pour un étudiant ou pour un chef d'entreprise, la valeur ajoutée ne va pas être la même, un peu comme l'idée de la bouteille que tu disais tout à l'heure avec la valeur perçue, en mode en fait une écriture comptable ça reste une écriture comptable. Si tu expliques une écriture comptable à un étudiant de DCG, lui il va se dire ah bah trop bien j'ai compris et tout. Un expert comptable lui va dire je m'en fous de ton truc, bon, merci, vous avez pas inventé l'eau chaude. Et si tu l'expliques à un entrepreneur, il s'en tape parce que moi je veux juste que la compta soit faite. Et non, elle s'en tape pas du tout. Tu vois, je leur ai expliqué ce que c'était la partie double, par exemple, et elles étaient... ça leur a plu. Je pensais pas. De comprendre. En fait, je pense que c'est plus de comprendre ce qu'il y a derrière et pas que ça soit obscur. Et de voir après comment ça s'imbrique dans le bilan, dans le compte des résultats, à quoi ça correspond et comment on l'a fait, de comprendre ce qu'il y a derrière. Tu vois, moi, je suis toujours contente de voir un artisan travailler, de voir comment il a produit aussi, comment il a travaillé... parce que tu donnes aussi plus de valeur quand tu comprends le travail derrière. Donc non, ça je l'ai fait. Tu vois, c'était le premier module. Je démarrais. C'était un peu genre comprendre son bilan, comprendre à quoi sert la compta, pourquoi la compta a été créée. Tu vois, rien que de dire que ça donne du sens. Ça donne du sens, tout simplement. Et là, on comprend c'est pas mieux. Juste un truc chiant. On comprend mieux pourquoi il faut fournir les factures. Exactement. Donc non, c'est plutôt bien passé. C'est plutôt bien passé cette partie-là. Est-ce que tu as des ambitions, enfin genre d'en vendre un certain nombre Je pense qu'à terme, j'aimerais bien vivre que de ça. Ah ouais. Ouais. Et du coup, revendre ton cabinet Je sais pas, ou mes dossiers, mais... Ou t'associer peut-être avec quelqu'un qui s'occupe de cette partie. En fait, ma problématique, ça va plutôt être ça, parce qu'effectivement, quand tu formes les gens, que tu gagnes leur confiance et qui veulent travailler avec toi sur... Je pense que c'est délicat de leur dire, bah non, en fait, je fais plus d'expertise comptable, je peux pas t'accompagner. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Est-ce que ça sera sous forme d'un partenariat avec quelqu'un d'autre ? Parce que moi, à titre personnel, en fait, je vois que j'ai besoin de temps, que je voudrais me libérer plus de temps. Je veux pas avoir... Voilà, donc c'est vrai que la formation permet ça aussi. Entre guillemets, avoir un peu sous forme de revenus passifs, même si tu dois mettre à jour la formation, tu dois faire du SAV, répondre, toujours améliorer le produit, etc. Mais plus pouvoir être libre de ton temps et pour autant d'aider... de répondre à un besoin c'est d'avoir une organisation professionnelle qui n'est pas forcément dans la norme, mais qui, moi, me correspond mieux. Voilà. Et qui n'est pas dans la norme, et encore une fois, tout dépend du milieu auquel on se réfère, parce que, par exemple... Dans la formation en ligne, c'est complètement dans la norme. Ou sur LinkedIn, etc. C'est clair. Entre guillemets, c'est normal de faire des formations. Après, est-ce que LinkedIn, c'est la vraie vie ? Non, mais c'est pour ça. Mais du coup, le référentiel, en effet. Par exemple, si je prends mon cas, que je suis souvent sur LinkedIn, mais moi, ça me paraît pas. Alors, c'est pas pour dire que ton projet est pas incroyable ou quoi que ce soit, mais mais ça te paraît pas ouf, quoi. Ça te paraît normal. Tu dis, oui, évidemment, c'est évident qu'il faut faire ça. Il faut scaler ton business pour libérer du temps. Je me dis quand même que c'est atypique, pour un expert comptable de faire ça, etc. Mais comme je vois plein de personnes qui le font, en fait, ça te débloque le truc de dire, en fait, c'est possible. Il y en a qui le font, d'avoir un peu des rôles, des rôles modèles. Et sauf que si on n'a pas justement ces rôles modèles et qu'on est dans les cabinets d'experts comptables classiques, on va se dire, mais c'est quoi ce truc, c'est trop bizarre, etc. Et donc, encore une fois, pour illustrer le fait en fonction de l'environnement dans lequel t'es, ou si t'es dans l'environnement start-up ou solopreneur, etc., en fait, c'est juste c'est normal, classique, en fait. Ça en devient classique. Donc en tout cas super intéressant, et je vais reprendre mes questions, parce qu'à chaque fois les questions générales en fin de parcours, il est 17h, donc ça va, je serai à l'heure. Merci.
Du coup, qu'est-ce que tu fais au quotidien maintenant? Qu'est-ce que tu aimes? Peut-être plus l'aspect formation. Oui. Mais je crois que Source, c'est un peu plus qu'un cabinet d'expertise comptable. Il me semble, c'est pas ouvert aussi tes locaux aux femmes qui veulent venir travailler en mode coworking. Oui, j'ai mis du temps à le lancer parce que j'aimais bien être tranquille, mais en fait, là, ça y est, je vais accueillir des femmes qui vont venir bosser dans les locaux. C'est trop cool. Ouais. Du coup, tes locaux sont aussi coworking. Ouais. C'est ça? Oui. Ouais, c'est un bel appart haussmannien. Il y a un grand open space et c'est très sympa. Donc c'est un bon environnement de travail. Trop chouette. Et donc ce que tu fais maintenant alors au quotidien, est-ce que tu as une journée, alors on va dire il y a jamais de journée type, non. Mais non, les journées types c'est les horaires d'école et après entre ce qui se passe dans la journée, ça dépend. Ce que tu as prévu de faire et ce que tu vas vraiment faire. Ça dépend. Et en plus, je pense que le fait d'être en coworking, il suffit que tu commences à discuter avec quelqu'un. Enfin, est-ce que c'est du pro, est-ce que c'est du perso? Ça peut être une question. C'est ça. En même temps, tu es dans un espace de coworking, mais en même temps, ça te fait plaisir de parler à la personne. Oui. Donc, est-ce que je suis pas en train de travailler finalement? Parce que peut-être que ça sera un prospect plus tard. Je travaille. Je ne suis pas à la maison en tout cas. C'est ça. Après, si ça se confond les deux, c'est plutôt. Ça dépend dans quel sens, mais ça peut être bon signe en mode je ne considère pas ça comme du travail. Exactement. Donc pas de journée type. Est-ce que tu aimes le plus alors dans ce que tu fais aujourd'hui? Ce que j'aime le plus, c'est voir le regard de mes clientes qui s'illuminent parce qu'elles prennent confiance dans leur capacité, quoi. Ouais, dans leur projet, et dans leur projet. Elles s'autorisent à s'épanouir, à se développer. Et pas que, parce qu'il y a beaucoup de coach, business, mindset, mais en fait, c'est vraiment, là, le fait d'être expert comptable, tu le relis aussi au concret. Tu mets une temporalité, tu mets des chiffres, hein, c'est vraiment très concret, on rentre vraiment et tu les suis dans le temps aussi? Pour l'instant, je ne sais pas. On verra. Oui. On verra. Mais en tout cas... dans la démarche, tu peux te dire je vais voir le projet évoluer, je l'accompagne, tu vois, je sais pas, on établit un budget, on va voir ensemble comment ça évolue. T'as quand même cette oui, après moi mon idée c'est de les rendre le plus autonomes possible. Donc si elles ont plus besoin de moi, tant mieux, quoi. C'est une démarche qui est assez atypique aussi parce que tu sais, t'as souvent en cabinet le récurrent et il faut un maximum de récurrents, comme ça on connaît déjà notre chiffre d'affaires au mois de janvier et c'est rassurant. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que en fait, si tes clients ont plus besoin de toi, bon, je parle au-delà de l'obligation légale, mais pour les missions de conseil, d'accompagnement, en fait, ça veut dire que tu as peut-être comblé le besoin qu'ils avaient. Ouais. Et donc, finalement, tu as fait le job. Et il faut par contre que j'aille chercher d'autres clients. Oui, mais bon, ça, c'est le jeu. Est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, c'est tout ce qui n'est pas lié au relationnel, en fait. Les déclarations. Oui. Ouais. En fait, c'est pas tellement que j'aime pas les déclarations, c'est le devoir de faire. Tu vois, on a quand même un métier où il faut faire, faut produire. On n'a pas trop le temps de se poser, de réfléchir. Exactement. Et je pense que c'est quand même important d'avoir le juste milieu entre être, récupérer, et avoir et faire. Et faire, ouais. Et ça, en fait, on se fait un peu bouffer parce que tout le temps dans le faire. Et non, mais j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de faire ça. Ouais. Et ça, c'est un peu le piège, je pense, quand on est expert comptable, parce qu'on a ces obligations et ces deadlines et qui sont là. Mais comme on le disait, vu que c'est une obligation légale, ça, tu peux pas y déroger. Donc, en général, tu rognes plus sur le reste. Parce que quand tu as peu de temps disponible, tu te mets en mode survie et tu fais le minimum vital. C'est ça. Si on refait le lien avec le burn-out. C'est ça. Est-ce que tu es fière de ton parcours? Et pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est dur comme question. Toujours le mot fier parce qu'on n'ose pas dire qu'on est fier, tu vois. Je crois que ce dont je suis fière, c'est de transformer chaque expérience en un truc de positif, de croissance. D'en tirer des enseignements et d'avancer. Donc oui, en ça, je suis fière. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Après, je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps. Non, le temps, pour trouver ce que je voulais vraiment. Oui, mais t'as appris des choses aussi, peut-être pas forcément techniques ou autres, mais tu vois, si tu te sentais bien aussi là où t'étais,
pas non plus se forcer. Et peut-être que si tu l'avais fait à ce moment-là, ça aurait pas forcément fonctionné. De toute façon, je serais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Oui, donc. Et ta situation familiale, du coup, tu nous disais que tu avais 3 enfants. Et comment tu gères justement l'équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que tu arrives à... Je sais pas, est-ce que tu t'imposes des heures de travail? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu travailles le week-end? Non. Enfin, si ça m'arrive, je te dis non, mais si ça m'arrive, ouais, bah pour moi c'est ma responsabilité première et mes enfants et même mon couple en fait, même avant mes enfants d'ailleurs. Donc, c'est d'abord eux. Et tu vois, c'est le truc des gros cailloux. Je connais pas. Ah si, c'est les gros cailloux, et après les plus petits cailloux, et après les graviers. Et le sable, et enfin l'eau. Tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas. Je l'ai découvert il y a 2-3 jours en plus. C'est vrai? Ouais. C'est drôle, les synchronicités. Je sais plus dans quelle université c'était aux États-Unis. Il y a un professeur qui arrive et qui a un vase transparent et qui remplit ce vase de gros cailloux, et il demande aux étudiants, est-ce que à votre avis ce vase est plein? Et les gens disent oui. Donc à ce moment-là, il remplit de petits cailloux qui évidemment viennent s'intégrer aux gros cailloux, enfin qui viennent autour. Il repose la même question, est-ce qu'à votre avis ce vase est plein? Les étudiants qui ont compris un peu disent peut-être pas. Donc il rajoute du sable, et le sable vient s'immiscer entre les gros et les petits cailloux. Et après c'est l'eau, je crois. Et l'eau en dernier. Et après en dernier. Donc, il dit par contre, si j'avais rempli d'abord de sable ou d'eau, je n'aurais jamais pu mettre les gros cailloux. Donc, moi j'ai choisi mes gros cailloux. Hein. Et c'est l'art de fixer ses priorités. Exactement, c'est l'art de fixer ses priorités et d'intégrer le reste autour. Donc, quand je dis mon couple et mes enfants, c'est ma priorité, c'est ça. Et le reste, pareil, l'endroit où on vit et tout ça, et ça c'est venu autour. Et le travail vient autour. C'est pour ça que quand moi je suis un peu de l'école de se dire ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas forcément vrai, même si en fait on a tous 24 heures dans une journée, et entre guillemets même ceux qui sont ministres, ils ont du temps pour voir leur famille, ou en fait tu décides de ce que tu fais de ces 24 heures. Donc à toi de mettre les priorités. C'est pas un jugement en mode de dire qu'il faut préférer le perso, préférer le pro. En fait, juste que chacun en fasse. Chacun ses choix. Chacun est libre de ses choix. Exactement. Mais en tout cas, chacun est libre de choisir comment il organise sa journée et de fixer ses priorités. Après, moi, j'ai de la chance parce qu'on a une répartition de charge mentale qui est équilibrée. C'est pas le cas de toutes les femmes, j'en suis consciente. Tu peux expliquer ce que c'est la charge mentale pour ceux qui nous écoutent? La charge mentale, c'est tout ça, tout ce à quoi tu dois penser pour que ça roule au quotidien. Donc, je sais pas, les inscriptions à la cantine, les inscriptions aux activités, les vacances scolaires, faire les courses, le goûter de machin, et l'anniversaire de machin, le cadeau pour un tel, et toutes les pensées que tu as en arrière-plan. Exactement. Et auxquelles tu... Est-ce que tu as pensé à ça? Il faudrait faire ça. Et sauf que bien souvent, sans faire de généralité, la femme a plus de charge mentale dans le couple que l'homme, même quand des fois les tâches ménagères sont partagées à 50-50, mais la charge mentale repose quasi exclusivement sur la femme. Même tout ce qui concerne les rendez-vous médicaux, les trucs pour les enfants, etc. En plus de devoir penser à elle, elle pense aussi souvent à son homme ou à son conjoint ou sa conjointe, et aux enfants. Et donc tu dois penser pour 4 ou 5 personnes, plus pour ton taf, plus. C'est ça. Et donc c'est hyper important de travailler aussi en couple sur ça, sur comment libérer de l'espace mental pour pouvoir travailler. Moi c'est plus en ce moment les thématiques du management qui m'intéressent, mais sur la responsabilisation, en mode c'est différent de déléguer et de responsabiliser quelqu'un, parce que tu ne transfères pas juste la tâche mais la responsabilité, et donc toi ça, entre guillemets, ça t'enlève de la charge mentale, et peut-être que c'est un peu ça aussi, de se dire ok, toi t'es responsable de ça, je ne m'en occupe pas. Et vraiment, moi je trouve que c'est fondamental en fait, tu vois, l'autonomie, c'est ça, c'est tu redonnes la responsabilité du choix à quelqu'un. Et c'est super important, parce qu'on est quand même dans un monde où on a tendance à se déresponsabiliser. Non, c'est pas moi, ou mon médecin m'a dit de faire ça, donc je le fais les yeux fermés. Quand il t'arrive un truc, c'est de la faute d'un tel, c'est jamais ta faute. Et je pense qu'en fait, l'autonomie, c'est quand même la clé. Mais on en revient à Maria Montessori, donc tu vois, la boucle est bouclée. Et quels sont tes futurs projets? Alors tu nous dis peut-être d'essayer de vivre exclusivement de la formation, que ce soit pro ou perso, les projets. Je sais pas si t'en as d'autres, peut-être passer un autre diplôme. Non,
Tu t'ennuies pas, Merci, merci. Tu fais des formations maintenant non diplômantes. Voilà, tu te c'est formes ça. Quand même. En fait, j'apprends tout le temps, j'aime bien apprendre, donc. Et du coup, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ? Est-ce que tu penses que, tu vois, par exemple, tu disais tout à l'heure que tu regrettais, entre guillemets, d'avoir perdu du temps. Est-ce que tu referais différemment ? Est-ce que tu irais directement vers l'expertise comptable ? Peut-être je serais chef cuisinière si je devais faire différemment, peut-être. Ouais, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est dur de réécrire l'histoire. Ouais. Ce serait tellement différent. Et en même temps, tu n'aurais peut-être pas rencontré ton mari, du coup, actuel. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. On ne sait pas. Non, moi, je suis contente de la vie que j'ai, donc je sais pas. C'est le principal. Ouais. Et du coup, dernière question, si tu avais un conseil à donner à la Anne-Laure qui a 20 ans, qui doit être en train de passer son BDUG, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Je dirais, ne sois pas naïve, prends confiance en toi, et vas-y. Super, merci beaucoup Anne-Laure en tout cas pour ton temps. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir Julie. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.